Salut, c'est Hugo. Cette semaine, dans la grande histoire, je voulais vous partager le 3e et dernier épisode de notre série documentaire consacrée aux skinheads. On est au milieu des années 80, les skinheads sèment la terreur dans les rues de Paris, mais ils vont devoir faire face à de nouvelles bandes qu'on appelle les chasseurs de skins. Parmi eux, il y a les Dookie Boys, une bande violente, politisée et surentraînée. Au même moment, les skinheads gagnent les tribunes des stades. Au Parc des Princes, ils vont initier la mouvance hooligan et la tribune Boulogne va devenir leur bastion. Pour comprendre comment ce mouvement a basculé, on a fait le choix d'aller aussi interroger les plus extrêmes d'entre eux pour vous montrer qui ils sont réellement. On était jeunes et cons et un petit peu alcoolisés, un petit peu avec des amphétamines aussi. Puis quand on a 20 ans, on ne réfléchit pas forcément avec tous ces neurones. Je me souviens du tape dans le tas. Les gens me sautent dessus. Tout ça est filmé. Tous les Anglais qu'on a croisés, ils avaient des coups dans la gueule. Arrive une charge de CRS. Les Anglais, quand ils voient les CRS chargés, refluent. Ils ont défoncé tout le monde sauf moi. Je peux vous assurer que ça tapait dur. Les CRS ont du mal à maîtriser la situation. Et là, de nombreux spectateurs qui n'ont rien à voir avec tout ça décident de partir parce que la situation dégénère vraiment. J'ai pas vu le match. Au moment de la Marseillaise, j'ai évacué le stade pour aller rejoindre mon frère aux urgences. Et là, il y avait des Anglais on s'est retrouvés dans les urgences à se battre. Dès le lendemain, les journaux français et plus encore les journaux britanniques ont fait leur une et leur gros titre sur la question. C'est devenu une affaire politique majeure. Margaret Thatcher s'empare du sujet et doit s'exprimer. Jacques Chirac, du côté français, condamne l'invasion des Anglais. Je suis absolument outré par le comportement des supporters britanniques qui se sont, une fois de plus, conduits comme des voyous. À l'époque, les pouvoirs publics français insistent surtout sur la responsabilité anglaise. Or, les Français ont une large part de responsabilité. Pour les hooligans français, ce match va rester une sorte de référence. C'est le match où ils ont le sentiment d'avoir dominé les Anglais. La déferlante hooligan prend des proportions inquiétantes. Voici la tribune Boulogne où ils se rassemblent. Un noyau dur, 200 à 300 jeunes qui n'appartiennent à aucun club de supporters et des électrons, près d'1 millier de supporters prêts à en découdre et que rien ne semble devoir arrêter. Dans une des tribunes du Parc des Princes, la tribune Boulogne, se rassemblent des jeunes qui ont une forme de fascination pour le football anglais et de tout ce que ça signifie en termes de culture, de chant. Je dirais qu'ils se la jouent un peu à l'anglaise d'une certaine manière. C'était la tribune, notre tribune. On était entre nous, entre guillemets, c'est devenu un territoire. Boulogne, tribune nationaliste et blanche. Moi, j'y suis allé avec un de mes amis qui est maghrébin. Ça a été une grosse expérience pour lui. Parce que il m'a dit t'es sûr il va rien m'arriver. J'ai dit non, si t'arrive quelque chose, c'est moi je mets mon mêlé parce que t'es mon ami. J'ai dit mais tu restes à côté de moi, tu vas aux toilettes, tu restes à côté de moi. Il a vécu ça comme si je l'avais emmené dans un endroit maléfique. Quand Canal+ rachète le PSG, la tribune Boulogne est un vrai foyer de hooliganisme, potentiellement dangereux pour le club et pour son avenir. On peut crever ou on peut crever un mec. Voilà. On peut jamais dire ce qui va se passer. Et c'est ça qui est bien, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. C'est un goût du risque, il y en a qui montent au Mont Blanc pour avoir du risque, nous on vient ici. Même si on sait qui sont les casseurs, on ne peut pas leur interdire l'entrée, la loi ne nous le permet pas.
Donc dans ce cadre-là, notre marge de manœuvre est effectivement encore limitée. À l'époque, la stratégie consiste dans certaines banlieues, mais aussi dans certains stades, à engager en quelque sorte des grands frères, si j'ose dire, des gens qui ont autorité sur les jeunes qui sont dans les tribunes, en l'occurrence. Et c'est ce que va faire le Paris Saint-Germain avec la tribune Boulogne. On m'a proposé de rejoindre le club en tant que responsable du département supporter. Il s'agissait de gérer les tensions qu'il pouvait y avoir ou qu'il y aurait pu y avoir. Dans une tribune, il y a toujours des personnalités qui émergent, des meneurs. Et Fabien était l'un de ceux-là. J'avais été un élément, je dirais, perturbateur à une certaine époque de ma vie. De faire le hooligan, ça m'a aidé. On était plus à même de gérer, d'anticiper et de comprendre quand quelque chose n'était pas normal. C'était un rêve de gamin. C'était la meilleure équipe du PSG pour moi. Humainement parlant et financièrement parlant, c'était une autre époque. C'est une photo qui a été prise au Parc des Princes après un entraînement avec tous les joueurs plus le staff. On a Ginola, un très grand monsieur. Georges Weah qui est un excellent joueur. Lama. Je suis ici entre Paul Le Guen et Alain Roche. Bon, il fallait que je perde un peu de poids quand même parce que j'étais pas au niveau. Canal+, qui est quand même une chaîne marquée à gauche, ça reste un peu problématique d'embaucher des skinheads d'extrême droite, non? Canal+ aurait pu être un peu plus vigilant sur certaines embauches parmi les stadiers. À l'époque, je pense que Canal essaie d'acheter une forme de paix avec les tribunes et donc d'engager des gens sans être forcément très regardants sur leur CV politique. Les hooligans sont connus et même souvent identifiés. Il y a le groupe le plus visible, les skinheads. Militant d'extrême droite affiché, Batskin a été un des premiers, il y a 10 ans, à trouver au stade un terrain d'action. Parce que c'est un terrain populaire, parce que le peuple est là, il est dans la rue, et la rue c'est aussi le Parc des Princes, c'est aussi le stade. Un peu plus loin, un homme noir a été frappé. C'est vrai! Pourquoi il me tape? Moi, je pense que quelqu'un me crache dessus et me frappe. C'est des barbares, hein. Il n'y avait aucune raison, aucune raison. Vous demandez aux garçons, aucune raison. Hein? Les tentatives de récupération politique dans la tribune Boulogne, qu'elles viennent des skinheads ou d'autres groupuscules politiques, n'ont pas réellement fonctionné. En revanche, les idées se sont diffusées. Casser du bico, bouffer du bougnoul, effectuer des ratonnades, autant d'expressions utilisées par les voyous pour commettre des actes de racisme. Des skinheads ont agressé un groupe de maghrébins. Les automobilistes qui étaient accompagnés de 3 chiens se sont acharnés à coups de hachette sur le jeune homme. Il va y avoir une accumulation de faits divers, d'immigrés qui vont être agressés, de concerts qui vont mal se passer. Jusqu'à temps qu'il y ait une réaction qui se mette en place. On a vu qu'ils abusaient, quoi, qu'ils commençaient à taper les maghrébins et tout ça. Et nous, on est contre tout ce qu'ils font. Quoi. Si je rencontre un skin un jour, bah, si je suis pas dans son froc qui dit qu'il est skin, il n'y a aucun problème, quoi. On se la frite. Quoi. Et il y a eu des chasseurs de skins parce que il y a des skins qui sont radicalisés à droite et qu'il y a eu réaction de certains contre ça. Il y a des bandes telles que les Ducky Boys, les Red Warriors et d'autres bandes qui vont émerger à la suite et qui vont vraiment faire la chasse à ces mecs-là. La rue est un terrain, hein, au même titre que les urnes, et nous, on est des gens qui avons vécu dans la rue et qui par conséquent l'avons à cœur et ne comptons pas leur abandonner. On ne nie pas l'utilité de la violence dans certains cas extrêmes, mais on estime que l'extrême droite est un cas extrême. Quoi. Ça va être d'abord une chasse au look, c'est-à-dire à tous ceux qui ont un look de skin. Je me souviens d'un vieux flyer des Ducky Boys où c'était un avertissement en disant attention, si vous écoutez du ska, de la oi, du punk, si vous êtes look et skin, vous allez devoir répondre en gros de votre identité quoi, et devoir vous expliquer.
Comme tous les samedis, au marché aux puces, les Ducky Boys contrôlent les promeneurs. Ils vérifient les insignes, les badges et même les paroles. Au moindre doute sur l'opinion politique de quelqu'un, ils frappent. Ils se tapaient dessus comme des chiens, ouais. Je me mets à gueuler, etc. Je cours dessus, j'ai une matraque, j'ai un marteau, je tape sur l'autre, l'autre me tape dessus, et chaîne de vélo. J'avais le hachoir de mes parents. Il y a des moments j'avais des marteaux, un coupe-chou, j'avais des couteaux. Leur truc, c'était les serpettes aussi. Il y avait des serpettes à l'époque. Les serpettes, c'est un couteau d'électricien qui est recourbé. Et ça cicatrise pas. Lui, c'est Rocky, le chef des Ducky Boys. Et dans 10 minutes, ça va être une boucherie. Et là, ils sont en train de se jauger. Et l'autre lui dit, espèce de sale connard de Portos, on va te massacrer. Il y en a un qui sort un flingue et bam, c'est parti. Je veux dire, la foule part en courant. C'était une abomination. Les Ducky Boys, à leur tête, Rocky, 23 ans, d'origine portugaise, qui après avoir quitté son travail, devient le porte-parole de l'antiracisme. Le reste de la bande est formé d'étudiants et de lycéens. Leur emblème, la croix celtique amputée d'un bras. Pour rentrer chez les Ducky Boys, il faut avoir plus de 18 ans et pratiquer parfaitement les arts martiaux. Ça va quand même contribuer à faire péricliter ces bandes de skins. Ça va créer moins de vocation, c'est-à-dire que le petit jeune qui va vouloir se mettre là-dedans, ça fait moins rêver de se dire c'est quand même il y a un risque qui est vraiment réel de terminer avec le nez cassé. Donc au niveau du recrutement, ça va être un peu compliqué. D'autre part, il va y avoir une répression policière qui va s'abattre sur tous les groupuscules nazi-skin, qui font que beaucoup de gens vont être obligés de prendre de la distance. Je me rappelle que Batskin, en fait, est venu me chercher. Il me dit, ouais, tiens, j'ai une bande de chasseurs de skins, et il y en a un qui veut se taper avec moi, le chef, et il y en a un qui veut se taper avec toi. Et donc, on a rendez-vous à un café. Et là, on se retrouve avec en face de deux Ducky Boys, tu vois. Alors, Serge, il va se taper avec le chef là-haut, qui était Rocky, quoi. Et moi, je me retrouve avec ce gars-là, un black, toi, en face de moi. Et ce jour-là, je sais pas pourquoi, je ressentais pas de haine envers ce gars-là. C'était vraiment étrange, tu vois. Je ressentais plutôt, je sais pas, de la sympathie, tu vois. Mais je sais pas, j'étais perdu dans ma haine. Tu vois, et en fait, c'est le dernier souvenir que j'ai eu en étant skin, c'est que je suis sorti en fait de Stroké et en me disant que j'allais me taper, mais en fait, j'ai tout arrêté. Il peut y avoir une lassitude de la part de ces personnes des combats dans la rue, où tout simplement l'âge peut faire son effet aussi. Au bout d'un moment, il peut avoir une vie de famille qui s'installe, une vie professionnelle, et donc passer à autre chose tout simplement. Ça dépend aussi de ce que vous entendez par skin. Abruti, violent et... j'ai toujours été comme je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que quelque part, je serai de skin toute ma vie. Bon, et puis maintenant, j'ai plus 20 ans. Je vois les choses différemment et avec un peu plus de recul. Je ne regarde plus dans la masse, je regarde la personne. Je trouve stupide, débile de s'en prendre à quelqu'un, enfin, de s'en prendre à quelqu'un pour sa couleur de peau ou sa religion. Après, tout le monde ne voit pas les choses de la même façon. Ben, on est tous partis en sucette. Je pense que y en a qui ont été
un peu subjugués par tout ça. D'autres qui sont partis pour se protéger. Dont moi, par exemple, je suis parti assez tôt. Je suis parti pour me sevrer, parce que j'en avais marre de courir après la dose. La bande des Halles s'est arrêtée. Pour certains, parce qu'ils avaient découvert d'autres choses. Au-delà des Halles, il y a la vie. Hein. Et à un moment, on a envie d'une vie paisible. On a envie de décompresser complètement. C'est comme sortir de la guerre. On a envie de rentrer à la maison. Petit Willy, ça m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. J'ai même du mal à revenir dans ce personnage. Il a fallu quand même des années pour enterrer tout ça. Il y a beaucoup de skinheads qui viennent frapper à ma porte et puis pas détendre, tatoués partout, etc. Et je suis vraiment surpris. Et c'est merveilleux quelque part, c'est que ils se mettent à méditer, ils se mettent à penser différemment. Donc naturellement, la haine, à un moment, c'est une impasse. J'avais mal en moi. Je sais que j'avais frappé beaucoup de gens. J'ai eu la cause dans cette vie d'amener des gens à une idéologie destructrice. Donc j'avais envie de demander pardon. On ne voit pas où il y a à se repentir. C'est quoi concrètement qui mérite une repentance? J'espère que cette série vous a plu. Un grand merci à Aurélie Simon et Nicolas Dumont avec qui j'ai réalisé ce documentaire. Un grand merci également à Mathias Silion et Jean-Christophe Marco et toutes les équipes de Brut qui ont participé à sa fabrication. N'hésitez pas à poser un like et à vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle grande histoire.